Bon, effectivement, Mark Schmidt a un petit peu changé, désolé. En fait, il ne pourra pas venir, donc je vais assurer sa conf à sa place. Je l'ai appris littéralement à 18h45, je crois. Donc j'ai eu beaucoup de temps pour la préparer, vous allez voir, ça va être super bien. Après, c'est un sujet que je maîtrise. J'ai pas forcément... bon, comme c'est pas moi qui ai créé les slides, etc., je pense que la pensée de Risson ne sera pas forcément bien transcrite par ma personne, mais on va essayer de faire ça au mieux. Du coup, on va d'abord regarder ce que c'est que l'IAC. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais là on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. On va voir une partie un petit peu historique, pourquoi on fait ça, et surtout on va voir un truc un peu plus pratique que juste dire « voilà, t'inquiète, ça marche ». Du coup, qu'est-ce que c'est l'IAC? L'IAC, voilà, il n'y a pas de slide, c'est ça la slide. Donc l'IAC, c'est l'infra as code. Le but, c'est de décrire du coup notre infrastructure avec du code. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une manière de représenter comment nos serveurs, nos VM vont être créés, ce qui va tourner dessus, la configuration qu'on va mettre dessus via du code. Alors, le code, ça va être un truc assez générique, enfin, ça peut être du Bash, ça peut être du Python, ça peut être un langage précis, ça va dépendre de l'outil qu'on va utiliser, je vais en présenter quelques-uns. Mais l'idée globale reste la même, c'est que en fait, ce code-là va permettre de recréer notre infrastructure. Un des intérêts principaux qu'on va avoir là-dedans, c'est que si jamais notre infra crame parce que vous l'aviez hébergé à OVH à Strasbourg, ça peut arriver, me dites pas que ça peut pas arriver. Si jamais vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas utilisé d'infra as code, votre data center crame et vous allez devoir recréer 150, 350 VM pour dans 15 minutes parce que ça va être chiant, sinon vous allez perdre de l'argent en tant que boîte de service. Évidemment, si vous avez créé ça à la main, recréer les 300 VM, ça ne va pas vous prendre 15 minutes et ça va être un enfer sur Terre. Et surtout, vous n'allez pas forcément pouvoir les recréer rapidement et vous n'allez pas pouvoir les recréer exactement de la même manière qu'elles étaient avant. Et ça, c'est très important, c'est que vous aviez mis des mots de passe ou des trucs comme ça. Bon, bah, il faudrait peut-être remettre les mêmes parce que sinon, les services ne vont plus pouvoir interagir entre eux correctement. Vous aviez mis de la configuration spéciale pour votre HAProxy, votre Nginx ou whatever. Vous l'avez peut-être oublié parce que vous l'aviez écrit il y a 5 ans et que franchement, c'est un peu raide la config de ces trucs-là. Donc ce serait bien que toutes ces choses-là, c'est-à-dire la création des VM, l'installation des paquets, l'installation des services, la configuration de ces services-là soit automatisable via du code. Ensuite, vu que c'est du code, on a juste à exécuter notre code et ça nous recrée notre infra à notre place. Donc on va pouvoir avoir plusieurs choses. On va pouvoir avoir de l'infra as code pour créer les machines virtuelles et les provisionner, enfin ce qu'on appelle les provisionner, les mettre à disposition. On va pouvoir avoir de l'infra as code pour configurer une machine virtuelle qui existe déjà. Et pour ça, il va falloir qu'on utilise différents outils que je vais commencer à présenter. Est-ce que déjà, pour se représenter ce que c'est que l'infra as code, c'est assez clair? Ok, ça c'est cool, ça fait plaisir. Du coup, comment est-ce qu'on faisait à l'époque? On avait voilà, typiquement des petits langages de scripting comme du Shell, du Python, du Perl et compagnie. Et en fait, on voulait installer HAProxy et on voulait configurer HAProxy pour qu'il fasse tel ou tel truc. Et bah c'est simple, au lieu d'écrire les commandes directement sur la machine et les faire une par une, je les fous dans un gros script bash et j'exécute mon script bash. Bon, pourquoi pas, ça marche. Du coup, ça veut dire que si je vais sur une autre machine et que j'exécute le même script bash, bah, j'ai tapé exactement les mêmes commandes. Donc, si jamais ma machine crame, je peux retaper exactement les mêmes commandes qui m'avaient fourni la machine initiale. C'est pas mal, mais c'est un peu nul. Pourquoi? Parce que déjà, si vous faites apt install HAProxy, la version que vous allez avoir, ça va être, je sais pas, j'ai un truc au pif, ça peut être la version 10. Rien ne vous dit que dans 6 mois, quand votre data center aura cramé, que quand on fait apt install HAProxy, soit toujours la version 10. Ça sera peut-être la version 14. Et peut-être que la version 14, elle casse des fichiers de config. Elle vous dit, ok, bah maintenant en fait on faisait ça avant, mais maintenant on va plutôt faire comme ça. Sauf que vous n'avez pas prévu ce truc-là, et du coup vous allez installer une nouvelle version, et votre config elle sera pétée. Donc ça c'est un peu relou par exemple. On va avoir des problèmes dans ce style-là. Et surtout, on va aussi avoir des problèmes du genre, bah, c'est très simple, hein, mais si vous voulez créer 150 machines, bah, il va quand même falloir que vous alliez sur les 150 machines pour mettre votre script pour l'exécuter. Alors vous pouvez essayer de faire un petit script qui va s'occuper de déployer votre script et l'exécuter, mais bon voilà, on commence à faire pas mal de bidouilles. Et puis il va falloir aussi gérer des corner cases. Si vous avez
je sais pas, une Debian, une Ubuntu et on va prendre un CentOS. Bon, vous n'allez pas faire un apt install sur toutes les machines. Si vous faites un apt install sur une CentOS, ça ne marche pas. Il n'y a pas apt sur CentOS. Du coup, ce serait pas mal d'avoir un truc qui retire un petit peu l'abstraction de... qui nous fournisse une petite couche d'abstraction pour éviter qu'on ait à utiliser des trucs spécifiques de la machine, mais qu'on ait juste à dire installe-moi HAProxy, et ensuite il se démerde, il appelle apt, il appelle yum, il appelle apk, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est juste qu'on lui dise je veux que tel paquet soit installé et il le fasse. Et ensuite, cet outil-là se débrouillerait pour l'installer de la manière qui convient en fonction de la machine sur laquelle je suis. En 2005, du coup, on avait Puppet qui est apparu. Puppet qui va nous permettre de commencer à faire ce genre de choses. Vous allez écrire de la configuration pour Puppet, du genre je veux que tel paquet soit installé, je veux que tel fichier de configuration soit à tel endroit, je veux que tel utilisateur soit créé et que son home directory ce soit à tel truc, je veux, voilà, ce genre de choses. Vous écrivez votre config Puppet, vous appelez Puppet avec votre fichier de config et il va s'occuper de transcrire ça en action précise sur la machine pour arriver à l'état que vous avez décrit en fichier de config Puppet. Après, en 2006, on a eu la création d'AWS. AWS, c'est Amazon Web Services. C'est le monstre qui héberge 30% d'Internet. Je dis un truc au pif, mais c'est vraiment énorme. C'est 80% du chiffre d'affaires, enfin non, pas du chiffre d'affaires, 80% des bénéfices d'Amazon. C'est un truc absolument terrifiant. Mais en fait, ça fonctionne très bien et ça vous fournit en fait beaucoup de couches d'abstraction. Vous allez pouvoir dire crée-moi une VM et paf, la VM sera créée. On va avoir tout un tas d'API sur AWS qu'on va pouvoir potentiellement utiliser avec d'autres outils pour faire des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire de manière très simple avant. Par exemple, comment est-ce que vous faites pour créer une VM comme ça? Vous ne pouvez pas faire genre apt install machine virtuelle, ça va être un peu galère. AWS va vous proposer un truc un peu dans ce style-là, en mode bah tiens, crée-moi une machine virtuelle qui a 4 Go de RAM et tant de CPU ou 5 Go d'espace disque, enfin je dis des trucs au pif. Mais vous allez avoir des API pour créer des machines virtuelles qui seront potentiellement utilisables en infra as code. Et ça, c'est intéressant. Parce que du coup, vous allez pouvoir décrire quelles sont les machines virtuelles que vous voulez, quels sont les différents sous-réseaux que vous voulez, réseaux privés, etc., les gateways, des politiques de sécurité, bref, tout ce qui constitue l'infra même, et vous allez pouvoir le décrire sur du code, l'envoyer à AWS, et paf, il crée le truc pour vous. Vous êtes expandé, votre boîte s'expand à l'international. Vous avez maintenant des clients, je sais pas, à Singapour. Bon, bah, vous n'allez pas utiliser les serveurs de Paris pour vos clients à Singapour parce que ça va prendre 1000 ans. Bah, juste, vous reprenez le même code qui a généré votre infra AWS à Paris, vous l'envoyez sur AWS Singapour, paf, vous avez exactement la même infra en un claquement de doigts. AWS s'occupe de générer tout pour vous. Et ça, c'est intéressant. 2009, on a Chef, qui est, on peut dire, un concurrent de Puppet, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont avoir à peu près le même but. Puis en 2012, Ansible, qui est un troisième concurrent. Alors il y a des différences et des subtilités, mais dans l'idée, voilà, ils vont s'occuper de mettre en place toute la configuration, de créer les utilisateurs, de faire voilà, toutes les opérations dans ce style-là que vous allez pouvoir décrire dans des fichiers de configuration spécifiques à ces trois outils-là, et ils vont le faire pour vous. En 2013, on a Docker, avec un R qui n'a pas été corrigé, my bad. Enfin my bad, c'est la faute de Risson, mais du coup c'est moi, enfin c'est ma faute. Docker en fait va nous permettre de rajouter encore plus, enfin des couches d'abstraction supplémentaires pour déployer des applications, parce que vous allez avoir, bon, encore une fois sans entrer trop dans les détails de Docker parce que c'est un sujet de conf à lui seul, mais vous allez pouvoir déplacer des applications très facilement parce que vous déplacez des images Docker, et une image Docker elle est juste référencée par un petit nom. Et vous déplacez votre image Docker facilement et vous avez juste à dire bah tiens lance-moi l'image Docker PostgreSQL, paf vous avez un PostgreSQL, cool. Vous n'avez même plus à faire le apt install PostgreSQL. Vous vous emmerdez à setup Docker, c'est un peu relou, mais une fois que vous avez votre Docker, toutes les applications qui peuvent tourner dans Docker, elles sont très simples à utiliser et surtout vous pouvez les déplacer d'une machine à une autre. Vous pouvez être sur une Debian, sur une Ubuntu, sur une CentOS, etc. À partir du moment où il y a Docker, ça va se comporter exactement de la même manière et c'est ça l'intérêt. Peu de choses près. 2014, on a Terraform qui est apparu. Terraform, lui, son but, ça va être d'être complémentaire de Puppet, Chef, Ansible, et ça va être de créer des ressources en amont. Par exemple, Ansible va être très bon pour passer d'une VM qui a été à peine installée à une VM qui est configurée avec les paquets que vous vouliez installer et la configuration.
Par contre, il faut bien que cette VM apparaisse. Et Ansible n'est pas très bon pour créer justement des ressources telles que des machines virtuelles ou ce genre de choses. Et Terraform, lui, se démerde beaucoup mieux là-dedans. Donc typiquement, vous pouvez utiliser un module Terraform pour AWS. Vous écrivez de la configuration Terraform en mode tiens, crée-moi telle instance AWS. Il va vous créer vos machines virtuelles sur AWS. Ensuite, vous lancez Ansible dessus et paf, vous avez fait de A à Z votre infra. Vous avez créé les machines virtuelles et compagnie et ensuite, vous avez configuré vos machines virtuelles. Donc on va souvent utiliser Terraform conjointement avec du Puppet, du Chef ou du Ansible. Et en 2014, on a aussi Kubernetes qui est apparu. Kubernetes, c'est pareil, c'est une grosse bestiole qui va prendre des heures à expliquer en détail. Mais pour faire simple, ça permet de gérer des conteneurs Docker de manière plus abstraite qu'avec du Docker même. Et en fait, on va décrire des ressources qui tournent dans Kube via de la configuration, via des fichiers de configuration. Donc encore une fois, on est en train de faire un peu de l'infra as code. Parce qu'on est en train d'envoyer un fichier de configuration en mode « crée-moi tel truc », on donne à Kube et Kube se démerde pour faire ce que vous lui avez dit de faire. Vous n'êtes pas en train de dire précisément comment créer tel machin ou comment l'envoyer à tel endroit, etc. Vous lui dites juste je veux tel machin qui soit créé et Kube se débrouille pour le faire pour vous. Version super succincte de Kube, c'est vraiment une grosse approximation, mais c'est un peu l'idée qu'on va avoir dans Kube en rapport avec l'infra as code. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? Oui. Au début, tu parlais du coup de garder, par exemple, avec des scripts, une version spécifique d'un software. Ouais. J'imagine qu'au bout d'un moment, s'il y a des versions qui ne viennent plus supporter, c'est son sortie d'LTS ou quoi. Et ça, comment est-ce que tu gères ça? Une version LTS, tu fais le patch chaque année? Alors, la question c'est, je parlais au début de dire, tiens, j'installe la version 10 de HAProxy, c'est un exemple, mais peut-être que 6 mois plus tard, ce sera la version 14. Comment est-ce qu'on fait pour gérer justement ces versions qui peut-être vont être updated, peut-être ne seront plus disponibles en installation? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Est-ce qu'on va faire une passe régulière, genre tous les ans pour mettre à jour, pour corriger, etc. Ça, c'était la question. La réponse, du coup, c'est, en fait, ton infra, tu dois la gérer, tu dois l'entretenir, tu dois t'en occuper en permanence. Tu ne peux pas juste la créer et l'oublier. Surtout sur des trucs comme Linux et compagnie, où tu as des releases absolument tout le temps. Donc tu as des nouvelles versions et tu as souvent des breaking changes. Donc tu dois, en tant que Ops, faire cet effort de garder ton infra à jour. Et ça va avoir comme conséquence que tu dois réécrire régulièrement ton infra as code. Ça va être des petits changements peut-être, ça va être des changements un peu plus majeurs si vraiment tu as des gros trucs qui cassent, mais dans l'idée de toute façon ton infra qui est du coup décrite par du code, ton code va changer en permanence, il va faire que évoluer. Donc ouais, c'est assez complexe en fait, c'est des problématiques qui sont assez chiantes. Des solutions palliatives que tu pourrais avoir par exemple, c'est de... Si tu veux, par exemple, pour les paquets que tu vas installer, tu ne vas pas les installer directement depuis la source, genre les repos FTP Debian par exemple, mais tu vas les cloner en local. Tu peux avoir par exemple ton propre repo Debian que tu gères toi-même, et du coup ce truc-là, tu vas télécharger les versions qui toi t'intéressent, et tu vas installer depuis ton apt cacher par exemple. Tu peux avoir des strats dans ce genre-là, parce que du coup tu sais que ton paquet, tant que toi tu ne l'as pas supprimé de ton infra, elle sera toujours disponible à tel endroit. Mais voilà, c'est des solutions palliatives, c'est pas forcément top, ça ajoute plein de contraintes et dans tous les cas, tu dois t'astreindre à revenir régulièrement sur ton infra pour la maintenir à jour et l'améliorer en continu. C'est un process qui n'a pas de fin en fait. Typiquement, c'était plus l'exemple de Postgres, de faire ça depuis une autre instance et transférer entre les deux en attendant qu'il y ait la mage. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, quand il y a une instance de Postgre et qu'on cherche à mettre à jour, il va falloir faire tout un tas d'opérations. Donc ça peut être soit mettre à jour sur place, soit créer une nouvelle machine virtuelle à côté avec la nouvelle instance de Postgre, déplacer les données, vérifier que la compatibilité est toujours bonne, que nos trucs fonctionnent toujours aussi bien. Et une fois que c'est assuré, on fait le changement effectif et on pointe sur la nouvelle instance de Postgre. Voilà, ça peut être des stratégies en genre-là, et ça c'est le métier d'Ops, et voilà, c'est un métier. Je sais pas s'il y a un service qui dit, je sais pas, des changes sur chacune de tes images, par exemple sur Docker ou quoi. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a un service qui s'occupe de nous filer un changelog sur nos images Docker par exemple, sur les trucs comme ça?
Bah pas vraiment en fait, c'est à toi en tant qu'ops de surveiller les paquets que tu as en prod. Tu as du PostgreSQL en prod, tu dois t'astreindre à lire régulièrement les changelogs de PostgreSQL, voir déjà ne serait-ce que s'il y a des failles de sécurité critiques et que du coup si tu y es assujetti, mettre à jour. Tant que tu es sur une version qui est supportée, par exemple par une LTS, ou alors si jamais tu veux mettre à jour, passer de Postgre 9 à 14, il faut que tu lises les breaking changes de Postgre 9 à 10, de 10 à 11, etc. Donc en fait c'est assez contraignant et c'est assez problématique dans un sens parce que du coup dans Postgre par exemple, ils vont mettre à jour tout un tas de trucs et ils vont deprecated des fonctions, des features, des trucs comme ça. En tant qu'ops, tu ne sais pas forcément si ces features-là sont utilisées par exemple par tes devs. Donc la mise à jour doit se faire de manière conjointe avec toute ton équipe de dev pour t'assurer que d'une part, côté ops, la mise à jour sera bonne et côté dev, l'application qui est créée par les devs et qui utilise des fonctionnalités de Postgre, ce sera aussi compatible. Et potentiellement, tu dois faire des mises à jour conjointes côté PostgreSQL et côté application qui utilise PostgreSQL en même temps. Donc tu as plein de contraintes. Mais bon, c'est le taf d'Ops. Et l'infra as code ne va pas forcément aider là-dessus. L'infra as code, le but c'est vraiment d'avoir une infra qui soit reproductible et qui soit décrite par du code en fait. D'autres questions tant qu'on est ici? Ok, on va passer à la suite. Du coup, pourquoi? J'y ai pas mal répondu déjà, je pense. Simplifier la complexité. Alors ouais, en fait, bon ici il y avait une vidéo théoriquement. Ouais, il y a une vidéo. C'est une vidéo de Risson, c'est-à-dire moi-même, qui crée... bon, il n'y a pas besoin de son. Ouais. Un ops, ça c'est une bonne question. L'ops... ouais, alors oui, pardon. La question c'est, qu'est-ce que c'est qu'un ops? En fait, vous prenez... vous appelez, je sais pas, Amazon, et vous mettez en place un marketplace. Donc le site Amazon.fr que tout le monde connaît. Chez Amazon, vous avez une équipe de dev qui va coder le marketplace. Ce truc-là n'existe pas de base, donc vous avez des devs. Comme vous, à Epita, vous êtes en train de coder tout un tas d'applications. Il y a des mecs à Amazon qui codent le marketplace. Ça, c'est l'équipe de dev. Le truc, c'est que vos applications à Epita, vous les lancez sur votre machine et vous faites Mumuse vous-même avec cette application. Le marketplace, il doit être mis à disposition des utilisateurs, c'est-à-dire les pignoufs comme nous sommes. N'importe qui doit pouvoir se connecter à Amazon Marketplace et interagir avec. Donc, le dev, il doit mettre à disposition le produit de son travail, l'application Amazon Marketplace, et faire en sorte qu'elle soit accessible par n'importe qui. Et ça, c'est pas le rôle du dev en fait de le faire. Le dev, lui, il va juste fournir l'application et il va mettre une petite notice et il va donner ça à l'équipe d'Ops. Et l'équipe d'Ops, c'est les mecs qui vont lire la notice et qui vont effectivement mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'application soit accessible par tout le monde, que l'application soit accessible idéalement 100% du temps, que si l'application a besoin d'une base de données, qu'ils mettent en place la base de données. Si l'application a besoin de règles de firewall, a besoin de, d'une config HAProxy, il a besoin d'un cache ready, s'il a besoin de whatever, c'est l'équipe d'Ops qui va mettre en place toutes les dépendances et qui va les administrer, les garder à jour, faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, tout ça, ça va être le métier d'Ops. Donc les devs et les ops travaillent conjointement parce que le dev va en permanence mettre à jour son application et l'ops du coup va devoir déployer l'application et la rendre accessible à tout le monde. Dès qu'il y a un dev qui s'est dit tiens maintenant je vais rajouter une nouvelle fonctionnalité sur Amazon, on peut acheter en un clic au lieu d'acheter en 3 clics, il faut bien que cette nouvelle fonctionnalité soit mise à disposition des utilisateurs finaux. Et donc ça va être le rôle de l'équipe d'ops de prendre cette nouvelle version et de la mettre à jour. Et de faire en sorte que la nouvelle version soit disponible 100% du temps, que si jamais il y a des pics style Black Friday, que les mecs ils prévoient le coup avant et qu'ils mettent plus de serveurs pour gérer la load, ce genre de choses. Et du coup, quand on parle d'infrastructure, on parle de deux choses. On va parler de l'infrastructure physique, les serveurs, les VM, tous les composants de base, les switches, l'équipement réseau, etc. qui constitue physiquement l'infrastructure, donc dans un ou plusieurs data centers. Et on va avoir l'infrastructure un peu plus abstraite, ça va être l'ensemble des services que vous faites tourner sur vos VM et sur vos serveurs pour constituer un gros ensemble qui sera l'ensemble que vous présentez au client. Typiquement, vous vous connectez sur Amazon.fr, vous voyez le marketplace, derrière, vous n'avez
pas de visibilité directement sur toutes les bases de données qui sont utilisées, toutes les applications, tous les services en fait qui tournent. Et c'est cet ensemble d'applications mises ensemble forment le marketplace qui est exposé aux clients. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure. Est-ce que ça répond à la question? Cool. Bon, du coup, il y avait cette vidéo qui est un... Qu'est-ce que j'ai fait? Qui est un timelapse du coup de Risson qui dessine l'infrastructure du CRI. Donc là, on est en train de parler, vous voyez, là, il est en train de mettre des noms de services. Donc là, il est en train de faire de l'infrastructure en s'abstrayant de la partie physique. Il ne s'occupe pas des serveurs sur lesquels les applications vont tourner. Il est en train de décrire les applications qu'il va falloir faire tourner quelque part, d'une manière ou d'une autre, les interactions que ces applications vont avoir les unes avec les autres, tous les composants qui vont créer du coup cette infrastructure. Donc il met tout ça à plat sur un gros schéma. C'est pas forcément très lisible, mais en fait l'idée qu'il y a là-dedans, c'est de se dire que voilà, on a plein de composants qui constituent l'infra du CRI, que vous utilisez vous en tant qu'utilisateur, par exemple quand vous démarrez une machine en salle machine, une workstation, vous utilisez l'infra du CRI, il y a peut-être 5 ou 6 services qui sont utilisés, vous n'en avez pas connaissance, mais derrière c'est les ops du CRI qui font en sorte que tout ça fonctionne et que ce soit accessible aux utilisateurs finaux, qui sont voilà, vous étudiants qui démarrez une workstation. Et l'idée qu'il y a derrière ce schéma, si j'ai bien compris, et désolé Risson si ce n'est pas le cas, c'est de présenter qu'en fait, l'infra, elle est quand même un peu velue, c'est un peu complexe, il y a pas mal de trucs, et que tout ça, en fait, c'est une représentation mentale en tant qu'ops, ce qu'on pourrait avoir de l'infrastructure du CRI. Donc le résultat final, c'est ça. Donc en fait, on a potentiellement cette représentation mentale en tête de tous les composants, de tous les trucs qui constituent l'infra, et ce qui n'est pas forcément évident à avoir. Et surtout, si vous rajoutez quelqu'un au CRI, il va falloir qu'il apprenne en fait ce truc-là. Il va falloir qu'il découvre tous ces services, toutes les interactions qu'il y a entre eux, etc. Si jamais vous avez de l'infra as code, il lit le code, il lit les commentaires, il voit ce qui se passe concrètement. Il se dit, putain, là je suis tombé sur... je sais pas, un HAProxy, comment il est configuré, où est-ce qu'il est installé, etc. On lit le code, on fait un petit grep HAProxy ou un truc du genre, et on regarde et on voit, ah ouais, ok, ça marche comme ça, c'est comme si j'ai tel commentaire qui dit que on est en train de mettre HAProxy version 10 au lieu de la 14 parce que raison X ou Y. Bref, comme c'est du code, ça peut être documenté, ça peut être versionné, ça peut être mis dans du Git, on peut travailler dessus de manière collaborative, etc. Et en fait, ça va être déjà beaucoup plus simple de se représenter l'infra qui est concrète et mise en place si on a le manuel, le manuel de fabrication sous forme de code, parce que vous savez lire du code. Du coup, on va utiliser des outils familiers, donc on va pouvoir utiliser Git, etc., parce que c'est du code, encore une fois. On va pouvoir utiliser notre propre éditeur pour faire nos bricoles, on va pouvoir avoir tout l'environnement que l'on connaît. Et on va pouvoir utiliser des process, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des issues quand on se rend compte qu'il y a un truc dans l'infra qui ne va pas. On va pouvoir faire des merges ou des pull requests. Quand vous proposez une nouvelle feature, vous pouvez la proposer sous forme de code, et les gens le lisent, et si votre équipe considère que c'est un bon ajout, ils sont en mode ouais vas-y c'est cool, paf, les changements d'infrastructure qui sont assez abstraits en fait parce qu'on ne les voit pas directement si on ne va pas les chercher. Là, ils sont représentés, mis à plat sous la forme de code, donc on voit concrètement quels sont ces changements-là, et on peut approuver ou pas, faire des commentaires, faire des suggestions et compagnie. Donc c'est la code review, et puis on peut éventuellement faire du test là-dessus, parce que c'est du code, donc on peut imaginer des test suites et des manières de tester notre code, qui en fait du coup va tester notre infra. Bon, ça dépend de comment on fait, mais c'est plus ou moins compliqué. Du coup, prenons quelques exemples. En gestion de ressources, on peut avoir un truc stateful. Alors stateful, ça veut dire qu'on conserve un état. C'est-à-dire qu'on doit conserver quelque part des informations quant à l'état actuel des choses. Typiquement, si on parle de machines virtuelles, vous aurez un état qui va vous dire « Ah j'ai 5 machines virtuelles et ces 5 machines virtuelles ont telle propriété, elles sont en train de tourner ou pas, etc. » Ça va être du state. On va pouvoir utiliser des plugins pour interagir avec les différents providers de ressources. Donc typiquement, je vous avais parlé d'AWS. AWS peut être considéré comme un provider, entre guillemets, parce que vous lui demandez de faire des trucs pour vous et il va le faire. Du coup, on va pouvoir avoir un plugin AWS. Puis après, un jour, vous allez vouloir aller chez Google.
Google fait la même chose avec GCP. Du coup, vous pourrez avoir un plugin GCP qui va traduire vos demandes en demandes pour Google. Donc, je vous avais parlé de Terraform, qui est un peu le premier dans son genre. Il utilise HCL, qui est un langage de configuration de Terraform, en fait, où du coup, on va pouvoir décrire dans du Terraform ce genre de choses. Alors, on a un petit exemple qui traîne là. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de truc Terraform. Donc là, on est en train d'utiliser un module qu'on va trouver à telle adresse sur Git. On va l'appeler confnet, on va lui donner quelques trucs de config réseau, puis à partir de ça on va pouvoir créer des ressources. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'idée, mais en fait vous voyez que là on est en train de créer des bouts de config de réseau pour créer par exemple un enregistrement DNS, si je ne dis pas de bêtises là, et on le fait représenter sous forme de code. L'alternative à ça, c'est-à-dire qu'on va aller créer, nous, on va aller directement sur la machine et puis on va faire, ah bah tiens, je vais rajouter telle adresse IP, tiens, je vais rajouter tel truc, je vais sur l'interface de mes DNS et puis je fais ajouter nouveau DNS, champ type A, le nom c'est machin, etc. Toutes les opérations qu'on ferait manuellement, là on les a décrites sous la forme de code et du coup ce truc-là, on peut le mettre dans Git, on peut le versionner, on peut le relire, on peut comprendre, on peut chercher, etc. Donc ça a quand même pas mal d'intérêt. Et Terraform possède du coup un state. Si je regarde un state de Terraform, j'ai ça. Là, ce state n'est pas très clair, mais en fait, ce state est en train de nous dire que on l'a mis dans un bucket S3. Bref, en gros, on a partagé un state avec plusieurs personnes et automatiquement, il va aller télécharger notre état et on va pouvoir le partager avec tous les membres de l'équipe. C'est-à-dire que quand quelqu'un va créer une nouvelle VM, par exemple, cette nouvelle VM va être ajoutée dans le state de Terraform qui va du coup garder en mémoire que telle VM a déjà été créée. Et du coup, quand vous allez lui demander de recréer cette VM-là, il sait qu'elle a déjà été créée et du coup, il ne va pas la recréer. Voilà, c'est de manière assez succincte. Il y a beaucoup plus de détails, mais je ne rentrerai pas dans plus de détails pour le moment. Ok. On a aussi une autre alternative, Pulumi par exemple, qui est une alternative à Terraform. Et je ne saurais honnêtement pas vous en dire plus sur Pulumi. Je ne sais même pas le prononcer. On a une autre approche pour gérer la configuration. Donc là, on était plutôt en train de gérer des ressources, c'est-à-dire nos VM, des réseaux, enfin des subnets et des trucs comme ça. Pour gérer la configuration, on va plutôt avoir, donc, comme je vous avais dit, on avait Terraform utilisé conjointement, par exemple avec Ansible. L'approche d'Ansible, ça va être une approche de type push, c'est-à-dire que vous êtes en client, donc votre laptop, et vous poussez la configuration sur les machines là-bas. Par opposition, par exemple, à Puppet, qui est un type pool, où en fait, sur tous les serveurs que vous voulez gérer avec Puppet, vous avez un client Puppet qui tourne et qui va récupérer la configuration auprès d'un serveur Puppet qui met à disposition la configuration. Et en fait, les machines récupèrent par elles-mêmes les trucs, par opposition avec Ansible. Ansible utilise YAML comme markup language, comme fichier de configuration. Et l'idée d'Ansible particulièrement, parce que je connais bien Ansible et je connais moins ces autres alternatives, c'est d'être reproductible, c'est-à-dire que vous avez votre fichier de configuration Ansible, vous le réappliquez plusieurs fois, vous allez avoir exactement le même résultat. Et idempotent, c'est-à-dire que quand vous appliquez 2 fois votre Ansible, la deuxième fois, il ne va rien se passer en fait. Vous prenez par exemple la valeur absolue, qui est une fonction mathématique idempotente. Vous prenez x, x n'est pas égal à valeur absolue de x dans certains cas. Moins 5 et valeur absolue de moins 5, c'est pas la même chose. Par contre, valeur absolue de x et valeur absolue de x, c'est strictement la même chose. Je vous laisse 2 minutes pour vous en persuader. Mais si vous arrivez à trouver un x qui, passé 2 fois par la valeur absolue, n'est pas pareil que passer une fois, je suis assez preneur parce que c'est quand même assez sympa. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'idempotence, c'est-à-dire que quand on applique 2 fois une fonction mathématique à quelque chose, la deuxième fois, ça ne sert à rien et ça ne changera rien. L'idée d'Ansible, c'est d'être idempotent au maximum, c'est-à-dire que vous appliquez Ansible une deuxième fois, absolument rien ne change parce que tout est déjà fait. Donc en fait, vous allez avoir une approche qui ne sera pas du style « fais telle opération », mais plutôt « je veux qu'à la fin, il y ait ça ». Dans beaucoup de cas, ça va être à peu près la même chose, mais conceptuellement, c'est assez différent. Il faut s'imaginer que dans Ansible, vous êtes en train de décrire l'infra telle qu'elle doit être à la fin, et vous n'êtes pas en train de décrire précisément
comment arriver à cette infra-là. Vous laissez Ansible le faire pour vous. C'est pas tout à fait vrai et en pratique, il y a des cas où ce ne sera pas tout à fait ça, mais c'est l'idée globale qu'on va avoir avec Ansible. Vous lui dites, je veux qu'à tel endroit, il y ait un fichier qui soit comme ci, comme ça, il va se débrouiller pour le créer pour vous. Et vous n'avez pas à vous soucier de comment est-ce qu'il l'a fait pour le créer. Ce qui compte, c'est qu'au final, ce fichier soit là. Donc, on va pouvoir prendre un exemple. Donc là, je vais vous prendre... on va regarder un peu à quoi ça ressemble Ansible. Donc, j'ai ici tous ces fichiers verts, ce sont des playbooks Ansible. Si vous vous souvenez bien, si vous étiez là à la conf d'avant, c'est une collection de rôles. Donc si on prend PB Elastic, qui s'occupe d'installer Elasticsearch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, sur toutes les machines qui sont dans le groupe Elastic, il va appliquer 5 rôles. Mount Extra, File System, Docker Compose Command, Apache 2 et Elastic Stack. Ok, quels sont ces rôles? Prenons, on va dans le dossier des rôles, et là on voit qu'on a plein de rôles différents. Donc si on prend par exemple le rôle Docker, c'est un rôle qui va s'occuper d'installer et configurer Docker. Prenons Elastic Stack. On a du coup, actuellement on a trois catégories. On a des files et des templates, et on a des tâches. On va regarder les tâches. Si on prend la tâche principale, on va avoir une liste, de tâches. Donc la première, ça va être des options sysctl. Donc j'appelle un module Ansible qui s'appelle sysctl, je lui donne des valeurs et il s'occupe de le faire pour nous, quoi qu'il arrive. En fait, on ne sait pas précisément comment il a fait ça. Est-ce qu'il a appelé sysctl-w vm.maxmapcount ou je sais pas quoi? On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, vm.maxmapcount vale 26 000 machin. Après, on utilise le module template, on a un fichier source, et on lui dit, bah tiens, envoie-le-moi à tel endroit, il appartient à Docker et il est dans tel mode chmod, etc. Donc en fait, on va décrire voilà, tout un tas de, non pas vraiment d'actions, mais de ce qu'on veut avoir à la fin. Et ce truc-là, du coup, ça va nous faire un rôle. Et si on applique nos différents rôles, on va avoir des actions qui seront prises. On le réapplique une deuxième fois. Les actions ont déjà été prises. Les fichiers qu'on a demandés sont déjà là. Donc en fait, il ne se passe rien. Prenons un exemple. On va lancer Ansible, du coup. Voilà. Je vais lancer Ansible sur le playbook qui s'appelle base, qui est le truc de base, c'est logique. -diff, comme ça on va pouvoir voir quelles sont les différences qui seront apportées. Par exemple, si jamais on modifie un fichier de configuration, on va voir quelles sont les lignes ajoutées ou les lignes supprimées. -check, c'est pour vérifier, c'est-à-dire que là, en fait, on ne va rien faire. Cette commande, je vais appuyer sur Entrée, elle va simuler ce qu'elle ferait sans le -check, mais il n'y aura aucune modification de prise. Donc je vais d'abord le lancer en -check, voir si les modifications me plaisent, s'il n'y a pas d'incohérence, et si c'est le cas, je pourrai le relancer sans le -check et les modifications seront vraiment prises. -limite pour l'exécuter sur les machines qui commencent par node01-qa, tag base, donc là je suis en train d'exécuter uniquement le rôle base de mon playbook base. Et fork 6 parce qu'en fait j'ai 6 machines node01-qa, donc je veux l'exécuter avec 6 trucs en parallèle. Donc il récupère des informations sur les machines, typiquement la version de l'OS ou des trucs comme ça, et je ne sais pas si je suis connecté au VPN. Voilà. Ça devrait un peu mieux marcher théoriquement. Sauf si ma connexion est toute pourrite. Bon, elle est vraiment toute pourrite parce que c'est super long. Voilà, donc ça typiquement, c'est... Alors j'ai pris un exemple, j'ai pris cet exemple-là particulièrement parce que je savais que j'avais fait des modifications sur base que je n'ai pas appliquées sur ces machines-là. Donc vous voyez que là, il va installer un nouveau paquet sur les machines. Il va installer TIG sur mes machines-là. Les autres tâches, là, par exemple la tâche Deploy Base Files, il y en a plusieurs qui sont inchangées. Et là, vous voyez qu'on rajoute aussi des nouveaux fichiers de config. Créer les directories, il n'y a rien de changé. Ces trucs-là existent déjà. Télécharger, il n'y a rien de changé. Bref, on va interrompre. Les changements nous plaisent, donc on va retirer le -check. Donc là, on devrait avoir le même output qu'on avait eu juste avant, sauf que cette fois-ci, les changements vont réellement être faits. Donc là, il va réellement installer le paquet qu'il m'a dit qu'il allait installer tout à l'heure.
Et là, il va réellement installer l'autre paquet qu'il m'avait dit qu'il allait installer tout à l'heure. Bon, on va l'interrompre maintenant. Et je vais le relancer, du coup, cette fois-ci une deuxième fois pour de vrai. Et là, vous allez voir que... à part si j'ai une malédiction absolue, voilà, OK. Il me dit juste OK, il n'y a pas de changement. Tout à l'heure, j'avais ça. Et là, il me dit juste, bah c'est OK en fait, parce que le paquet, je t'ai demandé à ce qu'il soit installé. Et il est déjà installé, tout va bien. Et donc en fait, c'est ça l'idempotence d'Ansible. C'est-à-dire que là, j'ai appliqué une deuxième fois et il ne se passe rien. Bon, je pourrais le laisser tourner jusqu'au bout, mais vous avez compris l'idée, je pense. Et du coup, vous avez une manière de décrire, voilà, avec des tâches, avec des rôles, avec des playbooks, ce que vous voulez avoir. Vous avez également des variables. Donc si on prend Elasticsearch, on va avoir des variables propres à certaines machines. Voilà, donc on a des noms de machines précis. On va avoir la configuration pour telle ou telle machine. Donc on va pouvoir avoir la config différente d'une machine à une autre, ce qui est assez intéressant. Et en fait, on va pouvoir gérer absolument toute la configuration de notre infra grâce à Ansible. Est-ce que vous avez des questions? Non, cool. Et Cube. J'ai parlé de Cube rapidement, alors je crois pas qu'il y ait de slide après. Non. Pourquoi est-ce que Cube, on en parle? En fait, Cube n'est pas un outil comme Ansible ou Terraform à proprement parler, mais en fait, il a une approche qui va être assez similaire. C'est-à-dire que pour Ansible, j'ai écrit des fichiers de configuration en YAML pour dire « Ok, je veux que tel fichier soit créé à tel endroit ». Cube, en fait, on va lui donner un peu on va lui donner un peu les mêmes choses. On va lui donner un fichier YAML en mode « Crée-moi tel conteneur, tel pod, crée-moi tel service, crée-moi tel truc ». On lui donne ça, il le prend et il fait ce qu'il doit faire avec ça pour arriver au résultat qu'on lui a demandé d'avoir. Donc c'est pour ça qu'on peut décrire un petit peu Cube comme utilisant l'approche de infra as code. On va aussi pouvoir utiliser carrément l'approche GitOps, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir tout dans Git de représenter d'un point de vue infra et que Cube aille chercher dans Git les fichiers de configuration et les applique sur lui-même pour arriver à l'infra que l'on désire et que l'on a décrit. Là, on vous propose plusieurs ressources en fait. Premier lien, c'est un lien Wikipédia qui vous propose un tableau comparatif entre des solutions de gestion de configuration. Ensuite, vous avez le repo GitLab du CRI sur toute la partie IAC. Donc, on va les regarder. Et en fait, on voit que nous avons notamment Ansible et Terraform. Et sur Ansible, ils ont fait des repos par rôle. Donc là, moi, je vous avais montré sur un seul endroit, j'avais tous mes rôles. Au CRI, ils ont un repo par rôle. Donc si on prend le repo, je sais pas, NetData pour du monitoring, on va retrouver du coup des tâches, des templates et compagnie. Et les tâches, si on les exécute, alors main.yaml, bon, attends, on va prendre plutôt install.yaml. Typiquement, voilà. J'installe une dépendance parce que j'ai besoin de GPG. Ensuite, j'installe la clé du repo de NetData. Puis après, là, j'installe NetData. Et je lui dis state present. Donc en fait, je veux juste que NetData existe. Précise pas forcément la version. Si jamais il existe déjà, on va pas le mettre à jour. Mais voilà. Et au moins, on sait qu'après cette tâche-là, NetData sera présent. Donc voilà, on va tout décrire de cette manière-là. Du coup, toute l'infra du CRI, en fait, c'est accessible sur ce repo Git. Vous pouvez lire absolument tout ce qui constitue l'infra du CRI. Modulo les secrets. Ce qui paraît à peu près logique, vous n'allez pas avoir les mots de passe de base de données et compagnie dans ce repo-là, ils sont gérés d'une autre manière. Alors ils sont peut-être dans le repo mais chiffrés et je ne sais plus si... je ne sais pas parce que je n'ai pas touché l'infra du CRI depuis plus de 2 ans. Mais voilà, les secrets, vous ne les aurez pas directement. À peu près logique. Dans les autres ressources qu'on vous propose, il y a l'Amacorp, c'est les repos de Risson même. Donc il vous propose toute l'infra de ses services à lui, accessible comme ça. Et celui-là, j'ai oublié ce que c'était, GitLab. Ça doit être celui de GitLab. C'est toute l'infra de GitLab est disponible là-dessus, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Bon, j'espère que c'était... j'ai présenté tous les trucs que Risson voulait que je présente et la manière à laquelle il s'attendait.
Est-ce que c'est quand même assez compréhensible? Vous voyez un peu l'intérêt de l'infra code et compagnie? Cool. Bien sûr. Donc la question c'est, je veux faire une modification dans un fichier de config, donc j'utilise Ansible, je modifie ma config dans Ansible, j'applique, et bah, du coup ça va appliquer le changement de configuration sur la machine. Puis après je me rends compte que le changement il était non désiré, et comment est-ce que je fais pour revenir en arrière? Est-ce qu'il y a un moyen de revenir en arrière? Alors, si tu te souviens bien, j'avais dit que Ansible il était stateless, donc a priori il n'a pas de connaissance de quel est l'état actuel des choses, ou quel était l'état passé, ou ce genre de choses. Par contre, comme tu utilises du tooling du style Git et que tu versionnes, bah, là ton changement que tu avais proposé, bah, c'est probablement un commit, et bah, tu vas au commit d'avant avec Git et puis tu réappliques. Ou alors tu git git revert ou tu fais ce genre de choses en fait. Tu vas utiliser du coup Git pour gérer justement l'évolution de ton infra à ce niveau-là. Ouais. Alors là, la question c'était, je vais la reformuler légèrement pour avoir un meilleur exemple. C'est par exemple, on rajoute une tâche dans Ansible qui va créer un utilisateur. L'utilisateur sera créé, puis après on se rend compte qu'on ne voulait pas le créer. Du coup, on revient en arrière. Mais l'utilisateur, il est déjà créé, il ne va pas être supprimé. Et ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est une grosse problématique qu'il y a avec Ansible. C'est que supprimer de la configuration sur Ansible, ça ne va pas la supprimer sur la machine. C'est-à-dire que vous avez créé votre utilisateur, à moins que dans Ansible, vous rajoutiez une configuration pour dire « je veux que cet utilisateur n'existe pas », l'utilisateur restera inchangé. Et c'est by design en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire très attention à ce genre de choses quand on gère Ansible. Et quand tu veux supprimer des utilisateurs, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, tu ne peux pas te contenter de juste supprimer la ligne qui va dire « je veux tel utilisateur », il faut que tu la modifies pour dire « je veux que cet utilisateur n'existe pas ». Et du coup, la première fois que tu vas lancer ça, ça va supprimer l'utilisateur. La deuxième fois, bah, l'utilisateur est déjà supprimé, donc il ne se passe rien. Par exemple, il y a un truc qui est pas mal, c'est genre si jamais tu fais ton infra complètement de manière stateless, c'est-à-dire que tu génères tes images avec un projet qui s'appelle Vauban, par exemple, au pif, vraiment au pif, tu n'as pas à gérer ce state-là. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu repars depuis le début et tu appliques uniquement ce que tu as dans Ansible. Donc tu ne peux pas garder des trucs comme ça qui auront été créés. On prend un autre exemple. Si jamais j'ai une machine qui est déjà lancée et qui a un mec qui s'est introduit dessus et qui a installé une backdoor, genre il a installé un nouveau compte utilisateur avec sa clé SSH et compagnie, bon, si j'ai aucune connaissance de ce compte-là, je ne peux pas dire Ansible, mec supprime tous les comptes qui sont des backdoors. Si jamais on ne fait pas cet effort-là avec Ansible de faire attention ou de mettre des solutions palliatives, on va garder ce compte backdoor ad vitam aeternam. Si jamais on a cette approche comme on le fait avec Vauban, en recréant tout from scratch, en fait la prochaine fois qu'on recrée l'image, bah, le compte il n'existe pas parce qu'on ne l'a jamais demandé de le créer et du coup on redémarre la machine et paf, le compte est supprimé. Et donc on a cette approche-là qui est un peu plus différente. Mais là-dessus, on arrive en fait sur des questions de méthodologie où il faut faire très gaffe en fait à ce qu'on fait et la manière dont on utilise Ansible. Et c'est bien d'avoir Ansible qui va créer les choses comme on lui demande, mais il faut aussi faire attention à bien gérer le cycle de vie et faire attention à ce genre de choses. De la même manière, on travaille sur Git de manière collaborative, mais par exemple, si jamais vous voulez modifier le fichier de config HAProxy, vous rajoutez votre ligne, vous modifiez votre fichier de config sur Ansible sur une nouvelle branche, qui rajoute telle ligne dans le fichier de config. Votre pote de votre équipe veut aussi rajouter une ligne qui n'a aucun rapport dans le même fichier de conf, donc il fait une autre branche. Du coup, vous avez deux branches différentes avec deux changements qui n'ont aucun rapport, mais qui concernent le même fichier. Si vous appliquez la première branche, vous allez avoir le premier changement. Si vous appliquez la deuxième branche par-dessus, ça va retirer le premier changement pour rajouter le deuxième. Donc si vous ne faites pas gaffe à ce genre de choses, en fait, vous allez pouvoir réécrire le taf de votre pote. Alors, le taf, il n'est pas perdu, vous avez juste à vous remettre sur la branche d'avant pour le réappliquer, mais en fait, tu as un conflit. Et du coup, tu dois faire très gaffe en tant que, quand tu travailles au sein d'une équipe avec Ansible, à ne pas te marcher sur les pieds de cette manière-là.
parce que ça peut être super problématique. Il y a des méthodologies pour essayer enfin, de ne pas tomber dans ce genre de piège, mais ça reste assez compliqué et c'est un problème assez récurrent que tu vas avoir avec Ansible. Est-ce que ça répond à la question? Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? À partir de quelle taille de structure on peut considérer que c'est intéressant d'avoir De l'infrascode? À partir du moment où tu as une machine, genre tu as ton laptop, c'est bien d'avoir l'infrascode par exemple. Pourquoi? Parce que ton laptop, tu as installé Vim, puis tu as fait ta config Vim comme tu l'aimes bien. Tu as installé, je sais pas, Firefox, GIMP, whatever, tous ces trucs-là. Tu as modifié ton i3 config, tu as fait toutes ces choses-là. Bon, maintenant ton laptop, tu le perds, tu te le fais voler, le disque dur crame. Ça veut dire que tout ce truc-là, bah, tu l'as perdu en fait. Et c'est relou parce que du coup tu vas devoir le refaire et tu vas peut-être pas le refaire exactement de la même manière parce que tu auras oublié en partie, parce que tu seras tombé sur un... T'étais tombé à l'époque sur un truc sur Stack Overflow et tu l'as perdu depuis, ou alors le post a été supprimé, whatever. Donc en fait, même pour ta propre machine, ça peut être déjà bien de faire de l'infra-as-code. Parce que du coup, tu veux changer de PC, tu relances ta nouvelle infra-as-code et ton PC a les mêmes paquets, a les mêmes configs. Tu as juste à transférer les données, données stateful, genre tes photos, tes films, et compagnie. Et après, tout le reste fonctionne de la même manière. Donc moi, je recommanderais d'utiliser Ansible, faire de l'infra-as-code, en vrai, dans toutes les situations, tu vois. Le seul truc, c'est que si tu fais ça, par exemple, pour ton PC portable perso, bon, ça va être un peu contraignant. Est-ce que c'est forcément utile? C'est sujet à interprétation. Mais dès que tu bosses dans une boîte, même une startup, si tu n'as pas d'infra-as-code, ça veut dire que déjà, si ton data center crame, tu perds des heures et des heures de taf. Et c'est catastrophique. Donc il faut absolument que déjà tu fasses des backups, mais faire des backups du système entier, c'est pas forcément très efficace. Tu peux backup uniquement les données. Genre typiquement ta machine PostgreSQL, tu vas pas backup l'intégralité de la machine, tu vas juste backup le fichier PostgreSQL data ou whatever. Et tu as à côté ton infra-as-code qui est capable de te recréer toute ta machine avec PostgreSQL. Donc tu as les deux trucs mis bout à bout, ce qui fait que si ton serveur crame, en un temps vraiment limité et raisonnable, tu peux recréer exactement la même machine. Et ça, c'est super important. Donc franchement, dès que tu commences à faire du coup de l'infra, peu importe le niveau, c'est cool de faire de l'infra-as-code. Évidemment, si tu connais pas l'infra-as-code et que tu n'as jamais manipulé Ansible et compagnie, tu vas avoir un peu d'apprentissage au début, ce qui va être un peu contraignant, mais ça peut valoir le coup. Ça dépend aussi après de si tu veux être dev. En fait, l'infra, tu t'en fous un peu parce que tu fais pas d'infra en tant que dev. Si jamais tu bosses en tant qu'ops, c'est cool de t'y mettre dès maintenant, quoi. Ou si tu veux bosser en DevOps et faire un peu des deux, c'est bien. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, c'est un début d'infrascode, ouais. C'est un début d'infrascode. En fait, ce qu'il te faudrait maintenant, c'est juste une tâche Ansible qui dit, tiens, télécharge le git.files et applique-le sur ma machine. Et là, t'as un bon début d'infrascode, tu vois. Et ça, c'est cool. De la même manière, en fait, t'as tes .files, etc. Tu peux considérer que c'est un bout de ton infrastructure parce que c'est un bout de configuration de ta machine qui fait qu'elle est utilisable. Donc si tu les as sauvegardés, que tu les as mis à côté, etc., et que tu es capable de les remettre en place rapidement, facilement, c'est un début d'infrascode. Ouais. Tu es au niveau de, tu vois, l'historique, là je te parlais de Bash, Bash Perl, etc. Tu es année 90, on va dire. Ce qui te manque maintenant, c'est juste le truc qui va le déployer pour toi automatiquement et de manière idempotente, etc. Mais en vrai, est-ce que tu as vraiment besoin de mettre ça en place pour ta machine? C'est libre interprétation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans Terraform, j'espère. Alors la question c'est si on doit recréer une infra from scratch et qu'on a des dépendances d'un bout d'infra sur une autre, Terraform il gère pas bien ça de base et du coup on va avoir des conflits, on va essayer de créer un truc avant un autre alors qu'on a besoin de l'autre et du coup c'est problématique. Oui. Ouais.
moi je saurais pas bien répondre à ça. En fait, ce qui va se passer sur ton Terraform, c'est que tu vas avoir le provider qui va créer ta ressource. Donc au niveau de ton provider, au niveau du graphe que tu vas créer, tu vas avoir la dépendance. Le problème qui va se passer, c'est que tu as deux choses. Tu vas devoir définir quand est-ce que ta ressource est prête, dire j'ai complété la création. Et tu vas devoir définir du coup quand est-ce que tu vas devoir créer la nouvelle et démarrer. Et le premier truc qui va se passer, c'est que par exemple si tu crées une machine, la création de ta machine, ça ne veut pas dire que le service qui est sur ta machine est démarré. Et du coup, déjà tu as ce problème-là. Mais au niveau du provider, c'est logique de considérer que la création de la ressource est faite. Et du coup, tu as des choses que tu ne peux pas symboliser dans le cycle de vie avec Terraform, et notamment quand tu as des délais de temps d'initialisation, c'est très compliqué de les symboliser. Tu as des providers qui vont prendre des choix assez conservateurs, parce qu'ils savent que leur ressource à eux, elle a besoin d'être prête, elle a besoin d'avoir le réseau qui est prêt, elle a besoin d'avoir des services qui sont prêts. Mais sur des ressources qui sont plutôt génériques, tu vas toujours te retrouver sur le problème de je tente de créer ma ressource, je tente la deuxième et je rate parce que en fait, ma ressource n'était pas prête, mon réseau était mort et j'ai raté. Voilà, alors, il y a... Alors, pardon. La question, c'est dans la vraie vie, est-ce qu'il y a des moyens de pallier à ça? Oui et non. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir des sortes de mitigation, genre appliquer ton premier état et en fait appliquer le second, te dire voilà j'ai une dépendance mais au lieu de l'expliciter via Terraform, lui laisser gérer cette dépendance, c'est moi qui vais le faire en lançant en 2 fois mes trucs. Ça arrive assez fréquemment, par exemple tu crées ta couche réseau, tu crées toutes tes règles et en fait après tu crées ta machine dedans parce qu'il y avait un besoin d'une connexion externe qui met 2 minutes ou 4 minutes ou 5 minutes à s'initialiser. Et ça arrive, en vrai ça arrive. Ou alors, tu as des méthodes sales, c'est-à-dire que tu connais très bien le cycle de vie que tu veux, et en fait du coup tu vas ajouter le code qui fait que tu attends ce que tu veux. Par exemple, tu sais que ta ressource à toi, elle a besoin d'attendre le réseau, en fait du coup soit tu crées ton petit provider qui juste crée la machine et attend le réseau, et en fait du coup c'est une ressource différente mais ça fait la même chose, et du coup tu peux directement le symboliser en un coup. C'est pas forcément tout vrai coûteux, mais c'est pas forcément très rentable. Et généralement, tu vas te retrouver après avec d'autres problèmes pour le maintenir. Mais, Ouais, en pratique, Ansible je maîtrise très bien et Terraform un peu moins, donc c'est sûr. C'est cool que tu puisses compléter. C'est vrai que Risson, lui maîtrise très bien les deux, donc forcément la conf elle aurait été meilleure, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cool. Et bah passons à la suite. Je fais pas la conf troisième, la troisième conf je vous rassure.